Hermione. Belle journée aujourd'hui. En tout cas, il y a de l'espace ici. On respire bien. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah non, mais moi j'ai rien fait, hein. Tu trouves pas qu'elle ressemble à ton frère Georges là? Bon, on m'a dit de rien dire, moi. J'ai peut-être mis un petit peu de maquillage. T'es pas allé. Ah, tu veux parler de mon écharpe? T'es pas. Tu voulais parler de mon écharpe? Le polynectar de Freddie Mercury fonctionne. Hey, salut à toutes et à tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, voilà, nouvelle semaine, nouvelle vidéo sur l'univers de Harry Potter. On se la refait avec La Chambre des Secrets, film sorti en 2002 et pour lequel nous retrouvons à la réalisation Chris Columbus, ce réalisateur que j'aime tant. Non, je plaisante. J'aime beaucoup de ses films, mais voilà, comme je vous disais l'autre jour, je trouve que sa réalisation est assez plate, assez classique, mais bon, à côté de ça, pourtant c'est bizarre, j'adore ce deuxième opus. Pour moi, franchement, c'est pas sorcier. Harry Potter 2 fait tout simplement partie pour moi des meilleurs divertissements qui soient dans le milieu du cinéma. Voilà un de ces films qui vous emporte vraiment du début à la fin et dont je ne me lasse jamais. Donc dans cette vidéo, comme pour la première, voilà, il y aura une partie critique puis une partie analyse où l'on va vraiment approfondir, voilà ce qui est pour moi vraiment une explosion au niveau de tout ce qui compose Harry Potter. Bon, c'était déjà le cas dans le bouquin, mais là on va encore plus loin pour tout ce qui est effets visuels, l'intrigue qui devient bien plus sombre, également les personnages, comment est-ce qu'ils se développent. Non, il y a beaucoup à dire, donc voilà, on va y aller sans perdre de temps et on va prendre pour ça de la poudre de cheminette. Alors concernant la critique de Harry Potter et la Chambre des Secrets, film dont je me souviendrai toute ma vie le jour où je suis allé le voir au cinéma, eh bien parce que j'étais amoureux d'une fille en 5e et j'avais appris pendant un cours de chimie je crois qu'elle allait voir le film le même soir que moi. Donc voilà, j'étais heureux à l'idée de la retrouver devant le cinéma à Saint-Malo et une fois que j'étais devant elle, je suis resté muet comme une tombe. Je ne savais pas quoi dire, j'étais comme paralysé de froid par un détraqueur, donc voilà, la honte. Et donc, je lui ai dit à peine un mot, je suis parti me cacher dans la salle de cinéma, voilà, basta. Je suis passé à côté peut-être de la chance de ma vie. Alors voilà pour La Chambre des Secrets, hormis cette scène hyper gênante que j'ai vécue, qui m'a traumatisé, non je plaisante. Voilà, à part ça, je vais pas avoir grand chose de négatif à dire voilà, sur le métrage. Bon, il y a quelques points quand même qui m'ont fait tiquer et sur lesquels je vais revenir en détail. Mais voilà, on va surtout commencer là avec les points positifs. Voilà, on va pour l'instant s'épargner un petit peu tout ce qui est sortilège d'Andoloris et autres délices. Alors pour moi, l'un des premiers gros points forts du film, l'un des plus gros bons points de côté, ça va être tout ce qui entoure l'intrigue. Voilà, contrairement au premier, voilà, où il se passe quand même des choses assez dures, où il y a quand même des épreuves, et bien là, on est vraiment dans quelque chose qui pour moi est encore plus complexe, plus mature, est bien plus sombre et donc quelque part bien plus fragile et dangereux pour le personnage. Pourquoi? Et bien parce que là, on a moins ce côté des adultes qui entourent les enfants et sont vraiment là pour les protéger. Non, là, il y a tout le monde qui se fait un petit peu pétrifier. Déjà, ça apporte un côté hyper dangereux. Également, la présence de ce basilic dans le château et qui, voilà, rend ses élèves hyper vulnérables. Ces chérubins, voilà, des fois pas plus haut que 3 pommes. Également, les araignées, bien sûr, à la fin. Non, il y a vraiment un truc très prenant, très sombre, très intriguant et qui vraiment, mais à chaque fois, me file le frisson dès que je commence à entendre le serpent dans les couloirs. Voilà, cet énorme monstre qui se déplace dans les tuyaux. Non, c'est juste incroyable. Bon après voilà, le bouquin n'était pas très épais et voilà, toute sa matière a été utilisée pour ainsi dire. Mais voilà, c'est quand même pas rien d'adapter un bouquin en film et là je trouve que là-dessus il y a vraiment eu un super travail. Autre bon point de côté du métrage et qui vraiment apporte un truc au film, c'est la réalisation, comme je disais dans la vidéo précédente, de Chris Columbus, voilà, qui est un peu plus dynamique, un peu moins classique que dans le premier métrage. Voilà, Chris Columbus, c'est quelqu'un qui, avec Madame Doubtfire par exemple, ou Maman j'ai raté l'avion, a toujours fait des films assez mignons, sympas, mais voilà, restait quand même dans sa zone de confort, je trouvais. Non, là, vraiment, il y a des mouvements qui sont assez variés, qui apportent une vraie nervosité
à certaines scènes qui en ont réellement besoin. Et donc là, c'est vraiment très appréciable. Et quelque part, c'est vrai qu'on aurait pu imaginer la suite de la saga au cinéma avec Chris Columbus. Ça se trouve, voilà, il aurait fait quelque chose d'absolument génial. Au fur et à mesure des métrages, jusqu'à la fin avec les reliques de la mort, voilà, où là, il serait peut-être totalement lâché au niveau de la réalisation. Mais en tout cas, là déjà, c'est vraiment super. Et donc, si le bonhomme va réaliser, comme il se murmure dans certains couloirs, l'enfant maudit, bon bah écoutez, je serai client bien sûr, rien que pour voir son avancée, comment est-ce qu'il a réfléchi le truc et voir s'il va vraiment mûrir encore en tant que réalisateur, même si bien sûr, il n'y a rien à dire sur ce bonhomme avec sa filmographie, juste respect. En outre bon point de côté et pas des moindres, c'est bien sûr l'arrivée au casting du formidable Kenneth Branagh et qui va jouer le moins formidable Gilderoy Lockhart. Je trouvais vraiment qu'il n'y avait pas mieux en termes de choix d'acteur pour jouer vraiment ce loup dans la bergerie, hein, on peut le dire comme ça, comme a également joué Kenneth Branagh là plus récemment dans Tenet, film que je n'ai pas aimé, et par contre voilà, j'ai adoré la prestation de l'acteur comme toujours. Je trouve que vraiment il arrive à apporter les choses d'une façon magistrale, c'est juste incroyable comment est-ce qu'il arrive voilà, à avoir un masque dans sa composition d'acteur et puis le faire tomber petit à petit. Il a vraiment quelque chose de très subtil dans son jeu, et voilà, qui de mieux donc que lui pour jouer cet entre-deux, ce personnage ô combien ambigu qui est vraiment à la frontière entre le monde hyper merveilleux paraît hyper sécuritaire de Poudlard, puis le monde voilà bien plus sombre de l'autre côté. Voilà, non, il fallait vraiment un acteur de cet acabit et pas moins pour vraiment jouer ce personnage qui ne pouvait connaître qu'une chute irréversible. Voilà, pour dire les choses telles qu'elles sont. Et voilà, donc là, juste incroyable, au même niveau qu'un Alan Rickman et que tout le reste du casting. Donc là encore, 5 étoiles. En autre bon point de côté, double bon point de côté cette fois-ci, voilà, on va prendre un peu des chemins de traverse, mes cocos. On a en premier lieu l'extension inévitable, comme dans toute bonne histoire, de l'univers de Harry Potter, extension que l'on retrouve bien sûr dans le roman pour ceux qui ne l'ont pas lu, extension qui va faire que prendre en ampleur au fur et à mesure qu'avancent les tomes, puis les films au cinéma. Et d'un autre côté, vous avez les décors qui sont juste incroyables, rien qu'avec la maison des Weasley, je ne sais pas vous, mais à chaque fois que je la vois, je rêve comme un gosse. Et à côté de ça, bien sûr, le travail qui a été fait sur le Saul Conyer, ce Saul qui a été travaillé en partie sur ce second métrage en animatronique. Et je l'ai dit, je le redis et je le redirai, mais l'animatronique, c'est quelque chose d'irremplaçable, quelque chose qui apporte vraiment une couche de réalisme dans les métrages. Faut pas s'en passer tout simplement, parce que même si le Saul Conyer est très bien réalisé dans le troisième opus, voilà, c'est entièrement en numérique, alors que là, bah, t'as vraiment l'impression que la voiture de Ron Weasley se prend des coups qui sont à deux doigts d'y passer, les gosses. Et bien sûr, dans les bons côtés avec les animatroniques, ils vont pousser le truc encore plus loin avec la formidable araignée Aragog, ce formidable animatronique, également bien sûr le fameux basilic de la chambre des secrets. Non, là c'était juste un travail de dingue, un travail colossal. Ces animatroniques qui étaient imposants, qui étaient arrangés dans la même cour qu'un Spinosaure de Jurassic Park 3, eux qui finalement voilà vont petit à petit se faire oublier au profit du tout numérique qui coûte moins cher, mais qui voilà parfois manque de cette complémentarité qu'il y a entre l'animatronique puis tout ce qui est image numérique. Mais par contre voilà, si je les trouve vraiment magnifiques ces animatroniques, à contrario ils sont pas toujours filmés comme il faut. Voilà, là on va doucement glisser vers les tics qui font tiquer, à commencer par le basique de la chambre des secrets. Il y a un ou deux plans qui m'ont vraiment gêné, où on voit vraiment que c'est un robot, et là c'est vraiment dommage. Donc là c'est plus voilà des tics qui font tiquer du côté de la réalisation plus que de la réalisation de l'animatronique en lui-même. Quoi ? Nouvelle tasse, nouveau t-shirt. Et oui, deuxième jour de tournage, autant dire ta meule, c'est magique. Et oui, chez nous, les mots prennent également du polynectar. Non, trêve de plaisanterie. En outre tic qui font tiquer, un truc que j'aime pas trop dans le métrage, eh bien c'est l'humour que je trouve souvent en fait trop exagéré, trop caricatural, proche de la farce mais dans le mauvais sens du terme. Voilà, la farce c'est quelque chose que j'adore, et particulièrement dans le théâtre, voilà, Alfred Jarry pour ceux qui connaissent, mais en fait ça part vraiment souvent dans le ridicule. Et hormis la scène des limaces avec Ron que j'adore voir et revoir, bah pour le reste je trouve que ça va pas, et que souvent en fait ça va décrédibiliser le scénario en lui-même, donc ce qui est vraiment dommage. Je pense particulièrement à cette scène où Harry et Ron en fait prennent du polynectar pour approcher Drago Malfoy et savoir ce qu'il manigance, et en fait voilà, enfin tu vois clairement les cheveux de Ron réapparaître au bout d'un moment, une vraie touffe orange, et la cicatrice de Harry, etc. Moi je me suis juste
te dis à ce moment-là, mais Drago est teubé s'il ne voit rien, quoi. Enfin, c'est gros quand même ce qui se passe. Donc voilà, là-dessus, j'ai un peu de mal. Également la scène, la scène de Quidditch, où Harry a le bras tout flasque, voilà, à cause d'un sort qui lui a été jeté. Mais voilà, là-dessus, je me dis, là aussi, c'est un réel problème. Pourquoi? Eh bien, parce qu'en fait, certes, la scène est écrite comme ça dans le roman, mais en fait, elle paraît tellement prise par-dessus la jambe, et en l'occurrence, par le personnage de Gilderoy Lockhart avant tout, oui, d'accord. Mais voilà, j'aurais aimé avoir plus d'inquiétude, ressentir plus d'inquiétude pour Harry à ce moment-là, et c'est pas le cas. Mais bon, c'est pareil dans le roman, je crois, donc après, c'est plus un souci global qu'autre chose. Et au-delà de l'humour, j'ai également du mal avec certaines scènes qui deviennent à mes yeux en fait involontairement comiques. Je pense particulièrement en fait à la scène de Rogue. Oui, c'est un petit détail, mais à la scène de Rogue qu'on voit au tout début lorsqu'il remonte les bretelles à Harry et Ron, voilà, qui ont rejoint le château avec la voiture des parents de Ron. Et en fait, la façon dont il est filmé à ce moment-là, Rogue, et ben en fait, ça enlève un côté hyper menaçant. Moi, à la place, en fait, dans ce plan-là, voilà, je suis pas du tout de réalisateur, je m'y connais pas du tout, mais j'aurais plutôt mis en fait Rogue dans une salle plus sombre, peut-être le mettre dans un coin, et voilà, dire les choses comme ça, avec une voix qui aurait pu en fait résonner, voilà, vraiment garder une menace en fait autour de ce personnage, qui là certes est toujours joué à la perfection par Alan Rickman, mais paraît beaucoup plus léger, et en même temps, bon, c'est vrai qu'à la fin du premier métrage, eh bien on se dit qu'il est pas si mauvais que ça finalement après ce qu'il a fait, mais voilà, j'ai un peu plus de mal à ce niveau-là également. En autre tic qui fait tiquer, je vais revenir au casting, mais voilà, c'est comme dans le premier métrage, j'ai toujours autant de mal avec l'interprétation de Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson. Voilà, pour moi, non seulement ils jouent toujours aussi mal, mais en plus, je trouve que ça s'empire. Et en fait, ça va vraiment commencer à donner de belles choses dans le troisième métrage. Et comme de par hasard pour ce film, Chris Columbus a été remplacé par Alfonso Cuarón. Alors, est-ce que ce serait pas finalement un problème de direction d'acteur? Je ne sais pas, mais voilà, en tout cas, dans le troisième film, il y a un côté bien plus humain qui va arriver. Il y aura bien plus de propositions, bien plus de couleurs sur la palette, tandis que là, en fait, j'ai l'impression qu'on reste dans quelque chose d'assez plat, figé, voilà, qui paraît sortir du bouquin, mais qui paraît, voilà, rester sur la feuille. Il n'y a rien qui transcende réellement. Donc là, ouais, j'ai un vrai problème. Et quelque part, je me dis, est-ce que c'est pas plus mal que Chris Columbus soit parti? Parce qu'on se serait peut-être retrouvé tout au long de la saga avec des personnages qui seraient restés assez plats, assez lisses, pas vraiment incarnés. Tandis que du troisième film au huitième, eh bien, en fait, je trouve que ça va aller de mieux en mieux et ça va vraiment donner quelque chose qui va faire qu'on va vraiment s'attacher au personnage. Non, eh bien, sinon, en tiki fait tiquer, je n'ai pas grand chose à dire. Voilà, hormis ces quelques petits détails, le reste pour moi, c'est que du pain béni, que du bonheur. Donc voilà, on va passer à la partie analyse. Alors ce qui est intéressant dans cette deuxième histoire, c'est que J.K. Rowling en fait va vraiment jouer la carte de l'ambiguïté, du danger poussé à son paroxysme et également mettre beaucoup de zones d'ombre, de zones de flou. Avec Harry Potter qui revient dans ce lieu qu'il adore, voilà, qu'il voit vraiment comme son nouveau foyer qui est Poudlard. Voilà un lieu qui pour lui est de base chaleureux, mais voilà, il va avoir un accueil glacial. Pourquoi? Eh bien parce que les élèves se rendent compte qu'il parle fourche-langue, voilà, lors d'une scène qui est connue de beaucoup bien sûr. Et donc voilà, ce qui est très intéressant, c'est que moi je me suis dit que Harry allait peut-être tomber dans une sorte de schizophrénie qui allait devenir hyper dangereuse pour lui. Lui qui pourtant avait déjà un combat intérieur assez important, ce me semble, mais non, là, les choses sont encore poussées plus loin. À côté de ça, oui, les personnages ambigus qui sont dans l'histoire, je pense bien sûr à Lockhart, qui va vraiment, comme je disais, jouer cet entre-deux. T'as la peur, bien sûr, que Harry perde ne serait-ce que son libre arbitre en fréquentant ce gars qui paraît hyper souriant, hyper chaleureux, hyper proche de lui. Heureusement, il va réussir à lui échapper. Et voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu te dis, est-ce qu'il va perdre sa personnalité? Est-ce qu'il va succomber à quelque influence hyper néfaste pour lui? C'est ça qui fait que la Chambre des Secrets est hyper prenante à mon sens. Et puis voilà, il y a quand même des choses très sérieuses qui se passent. On va quand même prendre du polynectar pour aller espionner. Personne ne se fait confiance en fait pour ainsi dire dans ce château avec tout ce qui se passe et par les temps qui courent là avec le virus, ça fait quand même sacrément écho je trouve. Et puis il y a également ces créatures monstrueuses voilà qui sont dans l'ombre, ce basilic, cette araignée, voilà Aragog bien sûr qui est l'ami de Hagrid, mais bon voilà c'est quand même des monstres assez imposants et qui quelque part symbolisent un peu toute cette grande menace, cette menace gigantesque
qui est tapis dans l'ombre et que Harry va découvrir au fur et à mesure de ses aventures. Voilà, c'est ça Harry Potter et la Chambre des Secrets, c'est vraiment un ventre fécond duquel sort beaucoup de bruit. Bah voilà, c'est la voix de ce serpent. Pour moi, c'est vraiment un film majeur, une histoire majeure. La Chambre des Secrets, c'est vraiment l'histoire que je retiendrai si je devais en choisir une. Bon, certes, comme je disais, après, niveau réalisation, je vais plus être attiré par tout ce qui est Le Prisonnier d'Azkaban, La Coupe de Feu, L'Ordre du Phénix et Les Reliques de la Mort. Mais voilà, cette histoire est très importante, super bien écrite. Là, on a tout, quoi. Autre point important de l'histoire, voilà, un point qui n'est vraiment pas à minimiser selon moi, c'est le fait que Harry va découvrir la véritable identité de Voldemort, son véritable prénom, avant de savoir réellement qui il est vraiment. Il est quand même divisé en deux, bah oui, parce que voilà, il a une part de Voldemort en lui. Donc là, ça rend vraiment le truc, je trouve, très violent, très dur quand même, quant à ça à l'âge de 12 ans, voilà. C'est-à-dire qu'en fait là, il en sait plus finalement sur Voldemort que sur lui-même, alors que c'est vraiment ton pire ennemi. Non, non, là, pour le coup, l'influence va commencer à gonfler, à prendre une ampleur. C'est sûrement à partir de ce moment-là qu'il va penser de plus en plus à Voldemort, peut-être à ce moment-là que les cauchemars vont se multiplier pour lui. Donc là encore, c'est quand même un point central. Non, bah sinon en analyse, je n'ai pas grand-chose de plus à dire. Voilà, donc globalement, un film où Harry se sent très seul, un film où il va devoir creuser le passé, un film qui fait parfois penser au Parrain numéro 2 sur le truc présent-passé, donc chose que j'adore. Sinon, que dire de plus à part que oui, bah le Parrain, le fameux Parrain, va arriver dans le 3e opus, ce Parrain auquel il va s'identifier, ce Parrain donc qui quelque part va le sauver, parce que voilà, il va s'identifier à un homme qui est bon, et donc quelque part un peu s'émanciper de Voldemort, donc ça ne pouvait aller que vers ça. Merci sincèrement d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, si vous avez envie, n'hésitez pas à lâcher vos commentaires, me dire ce que vous avez pensé du film, si vous l'adorez, si vous le détestez, ou alors si c'est un mi-figue mi-raisin. Mais en tout cas, voilà, je vous le dis, hein, j'adore répondre aux commentaires assez constructifs, si possible. Voilà, après je sais que tout le monde n'a pas le temps avec le boulot, etc., la vie de tous les jours. Mais voilà, si vous avez un petit moment, si un soir vous ne savez pas quoi faire et que vous avez vraiment envie de lâcher votre commentaire, n'hésitez surtout pas, je vous répondrai avec grand plaisir. Sur ce, passez une bonne journée ou une bonne soirée, qu'importe le moment où vous regardez cette vidéo, et je vous dis kenavo. Il faut ce qu'il faut pour réparer des actes, pas des mots. PC Drago, oh oh oh. Mais dans la voie, Adèle la base, une bière après bière, peur est affaire. Oh, coucou Harry! Donc là tu peux filmer, attends. Il y a de l'espace ici. Tu veux filmer? Dégage, putain de guitariste! J'ai froid aux doigts. Ok, faut faire quoi?